Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs guinéens, aujourd'hui, cela fait quasiment un mois que Ali Ouba, président du parti politique Modèle, est retenu dans les méandres de la machine à broyer l'humain du CNRD. Il a été condamné en première instance à 2 ans de prison ferme pour offense au chef de l'État. Le juge du sale boulot qui a prononcé cette condamnation aurait clairement pu nous éviter ce cinéma en nous disant qu'en réalité, Ali Ouba était condamné pour crime de lèse-majesté pour avoir porté atteinte à la majesté du souverain Mamadi Doumbouya, alias Napoléon de Nabaya. Mais avant cette mascarade judiciaire, souvenez-vous que le 9 juillet 2024, c'est-à-dire depuis plus de 6 mois maintenant, l'escadron de la mort de Mamadi Doumbouya, un contingent composé des forces spéciales et des gendarmes, s'était rendu au domicile de Oumar Silla Fonike Mangué devant témoins pour l'extraire des mains de sa femme et de ses enfants. Avec son ami Mamadou Biloba, ils sont depuis cette date retenus dans un lieu tenu secret par les autorités de transition. Souvenez-vous encore que le journaliste Habib Marwan Kamara, qui se savait d'ailleurs dans les viseurs de ces mêmes autorités de transition, mais a continué avec courage et abnégation d'exercer son métier, a finalement été enlevé le 3 décembre dernier par ce même escadron dans des conditions de violence extrêmes selon les témoignages rapportés par ceux qui ont assisté à cet enlèvement. D'autres personnes ont subi le même sort, comme Sadou Nimaga ou feu le colonel Pépé Célestin Bilivogui. Et cette liste de personnes enlevées ou mises au cachot pour ne pas gêner la marche de la transition ne fait que s'allonger. Pendant ce temps, vous avez des membres du gouvernement de la transition et du CNRD qui voudraient nous faire croire que ces pères de famille peuvent se volatiliser, comme par magie, en plein milieu de Conakry, sans que personne ne sache exactement leur destination. Ils essayent de nous faire croire que ces enlèvements seraient l'œuvre de simples bandits ou malfrats, comme l'a d'ailleurs affirmé le ministre de la Justice, Yaya Kairaba Kaba. Leurs arguments sont tellement de mauvaise foi et mal ficelés qu'avec 2 ou 3 questions, le château de cartes s'effondre. Comment se fait-il que seules des personnes opposées à la marche de la transition font l'objet de ces disparitions forcées? Comment se fait-il que ces prétendus bandits n'ont toujours pas adressé des demandes de rançon aux familles de ces personnes enlevées? Il faut croire que ce sont des bandits très riches peut-être. Enfin, je rappelle que si c'est vrai que des bandits peuvent bien se procurer des armes, qu'en est-il des blindés qui ont été aperçus sur les scènes de ces enlèvements? Pas besoin d'avoir fait Harvard ou la Sorbonne pour comprendre qu'il s'agit là ni plus ni moins que de crimes d'État, perpétrés par des personnes haut perchées au sommet de notre pays. Tous les Guinéens savent pertinemment qu'à propos de ces enlèvements, le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo, le Premier ministre Baouri, le ministre secrétaire général de la présidence Amara Kamara et le ministre de la Justice Yaya Kairaba Kaba, qui se sont tous exprimés sur ce sujet, nous mentent sans vergogne. Ils mentent quand ils disent ne rien savoir du sort de Fonike Mangué, de Bill Loba, de Habib Marwan Kamara et de tous les autres kidnappés. Oui, nous sommes dirigés par des gens qui n'ont aucun scrupule à aligner publiquement des gros mensonges pour se donner le bon rôle tant que cela leur permet de se maintenir à la tête de notre pays. Mais pour ma part, ce n'est pas cette attitude des autorités de la transition qui me surprend le plus. Ce qui me surprend par-dessus tout et m'inquiète à plus haut point, c'est notre attitude passive et de résignation, nous Guinéens, face à cette barbarie et à ces injustices qui interviennent sans conséquence dans notre pays. Nous avons montré que nous sommes capables de laisser seuls face à leur sort des responsables qui avaient pourtant consacré leur vie
à la défense de nos intérêts. Comment avons-nous pu laisser tous ces dignes fils de Guinée, toutes ces personnes qui n'ont cessé de se battre pour défendre notre cause au péril de leur vie dans les mains de leurs ravisseurs dans une indifférence totale? Notre résignation a-t-elle atteint un point où nous sommes tous devenus insensibles à l'injustice tant que cela ne nous touche pas directement? Pourquoi n'y a-t-il guère que les familles de nos amis kidnappés et les organisations auxquelles ils appartiennent qui s'inquiètent désormais pour leur sort, alors que nous autres continuons de vaquer à nos occupations? Est-ce cela la nation guinéenne? Sommes-nous tous devenus des personnes sans cœur et sans valeur morale au point que nous ne nous soucions plus que de notre petit gagne-pain quotidien? Eh bien, moi j'ai toujours cru, jusqu'à très récemment, que nous valons plus que cela. Mais force est de constater que nous sombrons progressivement dans une société sans compassion, où la vie humaine ne semble plus avoir aucune valeur. Pour preuve, le drame survenu le 1er décembre dernier à Zérékoré, que je qualifie de tragédie de la refondation, qui a fait plus de 135 morts et 50 disparus selon les ONG de défense des droits humains, même pour ce drame abominable, l'émotion suscitée dans notre pays n'a duré que quelques petits jours avant que nous ne retournions rapidement dans les propagandes quotidiennes orchestrées par les autorités de transition. Pourtant, le président Mamadi Doumbouya et le premier ministre Bahouri avaient tous deux promis une enquête pour situer les responsabilités sur cette tragédie. Eh bien, 55 jours après ce drame, nous n'avons rien vu encore. Aucune sanction à l'horizon, aucune suspension en vue, aucune procédure judiciaire dans les tuyaux. Les responsables du drame continuent d'occuper librement leurs bureaux climatisés dans les palais et ministères de notre pays. Même le bilan officiel qu'ils nous avaient promis d'actualiser, eh bien, après 55 jours, toujours pas de bilan officiel. Cela veut simplement dire qu'il n'y en aura sans doute jamais, en dehors du mensonge initial de 56 morts qu'il s'était pressé d'annoncer. Mamadi Doumbouya et son premier ministre nous ont servi des mensonges officiels pour calmer nos ardeurs. Et comme des bleus, nous sommes tous tombés dans le panneau. Mes chers compatriotes, à un moment donné, il faudra qu'on prenne la mesure de ce qui se joue dans notre pays. La Guinée n'est pas et n'a jamais été la propriété privée d'un petit clan ou d'un petit groupe. Il nous appartient à nous tous. Cela devrait donc nous pousser, nous tous, fils et filles de Guinée, à dire qu'il est inacceptable qu'un petit clan s'arroge droit de vie et de mort sur chacun de nous. Et que ce petit clan décide de faire disparaître ou de mettre en prison ceux d'entre nous qui ne seraient pas d'accord avec eux, ou qu'ils nous tuent pour un oui ou pour un non. Cela est inacceptable partout et il faut qu'il le reste chez nous aussi. Nous devons maintenant prendre notre courage à deux mains pour dire à Mamadi Doumbouya et à son équipe que ça suffit maintenant, qu'ils doivent partir, puisque la date qu'ils se sont fixée librement est déjà arrivée à échéance, sans même qu'ils ne soient capables de mettre en œuvre la moindre avancée pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ces gens, ces militaires ne sont forts que parce que nous avons peur d'eux. Trop, c'est trop. Mes chers compatriotes, je vous invite simplement à regarder ce qui s'est passé tout près de nous, ici au Sénégal. Eh bien, là-bas, nos amis sénégalais, comme un seul homme, ont dit non à l'injustice d'État. Ils se sont battus au prix de leur vie pour défendre leurs responsables politiques, Ousmane Sonko et Diomaye Faye, qui étaient dans l'opposition à l'époque, englués dans des affaires judiciaires de toutes parts, mais leurs concitoyens, des Sénégalais, se sont battus jusqu'à obtenir leur libération. Et Dieu sachant faire les choses, ce sont ces deux responsables politiques qui ont finalement été choisis par les Sénégalais pour présider à leur destinée. On peut être d'accord
ou non avec les politiques annoncées ou menées par Ousmane Sonko et son ami. Mais sans cette lutte du peuple sénégalais pour les défendre, il serait sans doute aujourd'hui encore en train de croupir en prison. Nous, Guinéens, devons prendre l'exemple sur nos amis sénégalais et le courage dont ils ont fait preuve. Nous avons pourtant démontré par le passé notre capacité à nous ériger en peuple vaillant sur le chemin des dictateurs. Plus d'une fois, nous avons bravé les interdits et les armes de guerre pour dire non à l'asservissement. Dans l'histoire récente de notre pays, ce fut le cas en 2006-2007 avec le président Lansana Conté. Ce fut le cas en 2009 avec le président de transition Moussa Dadis Camara. Ce fut encore le cas avec le projet de troisième mandat du président Alpha Condé. Je ne crois pas que ce peuple courageux a pu subitement changer pour se ramollir indéfiniment au point d'être incapable de défendre ses droits. Mais alors, qu'est-ce qui nous empêche de reproduire ces exploits du passé encore aujourd'hui? Pourquoi devons-nous accepter aujourd'hui ce contre quoi nous nous sommes battus hier? Mes chers compatriotes, si nous ne nous battons pas pour obtenir la libération de ceux qui nous défendaient hier, au moins battons-nous pour nous-mêmes. Battons-nous pour avoir de meilleures conditions de vie. Parce qu'en dehors des mensonges et des propagandes distillées par les autorités de transition, personne ne peut me dire aujourd'hui que la vie du Guinéen s'est concrètement améliorée depuis l'arrivée par effraction de cette junte militaire au pouvoir dans notre pays. Qui peut par exemple me dire qu'il a plus de courant aujourd'hui et qu'il le paye moins cher qu'avant? Ou qu'il a plus d'eau potable? Qui peut me dire qu'il paye moins cher son sac de riz? Qu'il a un logement plus accessible et plus abordable? Qu'il a plus de moyens de transport en commun pour se déplacer? En dehors de ceux qui se nourrissent de l'argent public, personne ne peut le dire. Au contraire, le prix de l'électricité a augmenté. L'accès à l'eau potable ne s'est pas amélioré, le sac de riz coûte beaucoup plus cher et les Guinéens continuent de souffrir autant pour se déplacer. Sommes-nous devenus ce peuple malheureux qui se complaît dans son malheur? Moi, je dis non. De toutes les façons, les autorités de la transition ont trouvé une parade imparable à cette dégradation de nos conditions de vie en nous sortant du chapeau un autre récit mensonger pour nous faire espérer. On nous fait miroiter un espoir de bonheur absolu avec Simandou. Mais attention, ce n'est pas pour tout de suite, mais en 2040, c'est-à-dire dans 15 ans. Il paraît que par une magie enchantée, nous serons tous heureux en 2040. Comme le disait Alpha Condé, plus le mensonge est gros, plus les Guinéens y croient. Aujourd'hui, même quand vous toussez ou éternuez devant eux, ils vous sortent Simandou 2040. Mais curieusement, ni le contenu des différentes conventions liées au projet minier Simandou, ni celui du prétendu programme de développement économique Simandou 2040 ne sont connus des Guinéens. Mais on se demande aujourd'hui si ce programme économique est à ce point magnifique et porteur de bonheur au point de développer la Guinée, comme ils nous le disent, pourquoi le cacher aux Guinéens? Pourquoi en faire une affaire de famille alors que vous dites que tous les Guinéens vont en profiter et trouver leur bonheur avec cette baguette magique de Simandou 2040? Chers amis, il faut arrêter de prendre les Guinéens pour des enfants. Dans tous les cas, avec ou sans le CNRD, Simandou est là et il ne bougera pas. Le CNRD a trouvé Simandou ici et ils le laisseront ici. C'est donc très amusant de voir ces gens s'agiter dans tous les sens en faisant comme si ces montagnes ou ce projet Simandou était subitement sorti de terre le 5 septembre. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Par ailleurs, il faut vraiment être naïf ou être d'un niveau de médiocrité sans précédent pour penser qu'un programme de développement économique sérieux pour tout un pays de la taille de la Guinée peut être construit autour d'un simple projet minier.
Comme vous le savez, les mines seules ne développent pas un pays. Mais ça, les apprentis sorciers autour du CNRD l'ignorent sans doute. Il est clair que le CNRD et son équipe n'ont ni la vision, ni les compétences et encore moins l'expérience requise pour aider notre pays à retrouver le chemin de la prospérité. Et surtout, retenons qu'aucun pays ne s'est jamais construit ou développé avec le mensonge et la violence. La Guinée non plus ne se développera pas dans ce mensonge et cette violence qu'on nous donne à voir aujourd'hui dans notre pays. Mes chers compatriotes, oui, c'est vrai que ceux qui sont arrêtés ou enlevés aujourd'hui souffrent dans leur chair, avec leurs familles et leurs proches. Mais nous, les Guinéens, nous souffrons encore plus de la situation catastrophique de notre pays sans nous en rendre compte. Cet accaparement de notre pays par un petit clan fait que leurs mauvaises décisions affectent directement et négativement nos conditions de vie. Il n'y a qu'à voir les nombreuses histoires de corruption qu'on découvre aujourd'hui dans notre pays. Ceux qui sont accusés de corruption ont pourtant tous été choisis par Mamadi Doumbouya et son équipe. Ils ont donc été incapables d'identifier et de promouvoir des Guinéens intègres et de bonne probité. Ce sont eux qui les ont choisis. Donc ces histoires de corruption ne sont pourtant que le petit côté visible des dilapidations de nos deniers publics entrepris par cette junte militaire et ceux qui les accompagnent. En tout état de cause, retenons que ces enlèvements et condamnations fallacieuses prouvent une chose fondamentale. Aucun Guinéen n'est à l'abri de la violence et de l'injustice. Aujourd'hui, c'est Fonike Mengue et d'autres. Demain, cela sera peut-être vous ou moi. Agissons avant qu'il ne soit trop tard. N'abandonnons jamais à leur sort tous ceux qui sont condamnés ou kidnappés pour crimes de lèse-majesté ou souverain Mamadi Doumbouya, alias Napoléon de Nabaya.